sans lieu de résidence habituel, franchit ou affranchit une frontière internationale, ou se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur d'un État. Donc, ceci stipule qu'il y a deux types de migration. Il y a la migration internationale, c'est-à-dire on franchit une frontière, et il y a aussi la migration interne, où on est dans le même pays ou le même État, mais on se déplace. D'accord? Donc, un migrant, quel que soit, et un migrant, donc quel que soit son statut juridique, donc migrant irrégulier ou régulier, quel que soit le caractère volontaire ou involontaire de la migration ou du déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire migration régulière, volontaire ou involontaire? Vous avez déjà vu ce petit concept avant ou pas? Selon vous, c'est quoi? Rapidos. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire volontaire? Volontaire, c'est-à-dire il a pris la décision de franchir les frontières et de se rendre dans un autre pays, dans un pays d'accueil. Et la migration poussée ou la migration forcée, c'est une migration qui a été générée par un conflit armé, par exemple, par des raisons politiques. Donc, on parle de migration forcée en cas dans l'hypothèse de réfugiés, dans l'hypothèse de migrants forcés. Merci beaucoup. C'est déjà voilà. Mais il n'y a pas seulement les conflits armés, les problèmes politiques, même les changements climatiques peuvent être aussi un facteur de déplacement, ou même en fait les catastrophes naturelles ou autres. D'accord? Mais merci beaucoup. C'est déjà la très bonne définition. Et aussi, quelles que soient les causes de déplacement, s'il veut être étudiant, il veut juste faire du tourisme, ou il veut aussi partir pour travailler ou d'autres raisons. Et aussi, la durée du séjour. Quelle que soit la durée du séjour, même si c'est une journée, quand même, la personne, elle est considérée comme migrante. D'accord? Clair? Parfait. Donc, la santé mentale, selon l'OMS, une définition récente, donc la dernière définition de 2002, dit que la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc, ici, en voyant la définition de la santé mentale, on comprend que la santé mentale ne consiste pas seulement en l'absence de troubles mentaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une maladie mentale pour dire qu'on est en bonne santé mentale. D'accord? Donc, et le psychosocial, il est relatif à l'interrelation entre les facteurs comportementaux et sociaux, et aussi à l'interaction entre l'esprit et la société. Donc, la personne, comment elle se voit dans sa société, comment elle s'intègre avec sa société. Clair? C'est bon? Donc, ce modèle psychosocial, c'est un petit peu le modèle que l'OIM utilise dans toute son approche d'assistance psychosociale avec les migrants. Parce que pour nous, on trouve que c'est toujours intéressant d'avoir cette interrelation entre les différents facteurs. Parce qu'un migrant, il faut aussi, quand on assiste sur le plan psychologique une personne, on doit aussi comprendre le cadre de la vie de cette personne, le contexte où il vit, les facteurs qui peuvent influencer son état de santé mentale, et aussi donc ses capacités de coping avec la réalité et comment il peut s'adapter. Donc, les facteurs se résument en les facteurs socio-économiques, les facteurs aussi culturels et anthropologiques, parce qu'un migrant, surtout quand il vient dans un autre pays, il vient déjà avec sa culture de son pays à lui, et puis il s'intègre dans une nouvelle culture qui est différente que la sienne. Aussi, tout ce qui est biopsychologique, d'accord? Donc, ces trois facteurs, donc, c'est essentiellement tout ce qui est individuel et collectif, donc c'est la personne et son vécu personnel avec aussi la société et le collectif ou le groupe avec lequel il vit, et aussi tout ce qui est psychologique et socio-culturel. Donc, et l'approche psychosociale doit être présente dans tous les services que nous offrons. C'est une approche transversale qui doit être là dans tous les services que nous offrons aux victimes de la traite ou aux personnes vulnérables en général. Parce que quand on donne un conseil, c'est un soutien psychosocial. Quand nous sommes en train de donner une information claire que la personne comprend dans la langue qu'il comprend, c'est un soutien psychosocial. D'accord? Aussi, comme j'ai dit, on ne peut pas
dire que la personne, elle est bien dans son état, mais c'est aussi, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe dans son environnement ou dans son contexte social pour que nous pouvons par la suite évaluer si son état social est bon ou pas, ou son état en fait mental est bien ou pas. Donc là, il y a un grand volet sur lequel il est toujours important qu'on réfléchisse, qui est les déterminants socio-économiques. Que ce soit de la santé en général, c'est aussi de la santé mentale. Donc, selon l'OMS, ce sont les conditions dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et aussi vieillissent. Donc, c'est un peu dans toutes les phases de la vie de la personne. Mais on passe. Ici, j'ai essayé un petit peu de donner quelques déterminants socio-économiques, mais qui sont en lien avec les différentes phases de la migration. Donc, les différentes phases de la migration sont 4. Il y a la phase de avant le départ, la phase de pendant le voyage, la phase de retour et la phase de l'après-retour et la réintégration. D'accord? Donc, avant le départ, il y a certains événements antérieurs, tels que, tout à l'heure, on a dit la guerre, par exemple, dans le pays. Est-ce que la personne a été victime de torture? Est-ce qu'elle a été victime de violence conjugale ou violence même dans la famille, etc. Il y a aussi tout ce qui est proximité linguistique et culturelle et géographique dans le pays de destination. Est-ce que quand il va partir dans ce pays, est-ce qu'il sera est-ce qu'il y a cette proximité culturelle? Est-ce que je vais passer à un pays? Je suis par exemple tunisienne, je vais partir en Algérie. À la limite, je comprends que le contexte culturel est proche. Mais si je vais partir en Asie, là, c'est une autre culture, c'est différent, c'est totalement un nouveau contexte culturel à laquelle je dois m'adapter. Donc, ce genre, c'est aussi à prendre en considération. Le profil aussi épidémiologique. Dans certains pays, on a des personnes qui sont fortement, par exemple, il y a des maladies qui existent dans certains pays qui n'existent pas dans d'autres, que ce soit des maladies psychologiques, que ce soit aussi des maladies physiques. Il y a aussi l'efficacité du système de santé dans le pays où la personne a été d'origine, dans le pays d'origine. Est-ce que la personne, par exemple, si elle a vécu des problèmes psychologiques avant ou des troubles mentaux, est-ce qu'elle a été bien soignée? Est-ce qu'elle avait accès à tous les services de la santé? Est-ce qu'on a bien lui donné tous les services nécessaires, psychothérapie, les médicaments, etc. Ou on l'a juste traitée d'une façon ou d'une autre et après, quand elle a voyagé, c'est normal, quand elle va partir avec toutes les complexités qu'elle peut vivre dans un autre contexte, elle peut retomber dans la maladie encore une fois. Aussi, il y a pendant le voyage les conditions et le mode de déplacement. Parfois, les migrants, quand ils se déplacent, notamment les migrants irréguliers, quand ils prennent le chemin de la migration irrégulière, donc il y a beaucoup de dangers qu'ils peuvent rencontrer durant leur trajet ou durant le voyage de la migration. L'absence de commodité sanitaire de base, pas forcément dans tout. Moi, j'ai rencontré des migrants, par exemple de la Libye, qui sont rentrés en Tunisie avec lesquels on parlait, et ils nous disent qu'ils ont pris tout le Sahara à pied pour rentrer du Mali en Algérie et puis pour partir en Libye ou au contraire. Donc, c'est des personnes qui prennent déjà des trajets à pied. Pas forcément qu'ils ont rencontré des médecins dans la route, donc ils ont sûrement développé des maladies, tout ce qu'ils ont vécu comme facteur durant ou des conditions qu'ils ont vécues durant le trajet de la migration, ça a après des conséquences sur leur état de santé mentale. Les événements traumatiques aussi traumatisants qu'ils peuvent rencontrer, tels que les abus, les violences, tout type de violence, et notamment les violences sexuelles. Aussi les mouvements isolés et massifs. Donc parfois les gens peuvent voyager tout seuls ou même quand ils sont en groupe. Parfois même dans le groupe c'est pas facile parce que soit qu'on est discriminé, soit qu'on est par exemple le plus vulnérable dans le groupe. Donc même la nourriture, on lui prend sa nourriture, on lui donne pas l'accès aux services qui existent durant le voyage. Donc ce genre de choses. Il y a aussi l'heure de retour après que le migrant a décidé par exemple de rentrer. Donc il y a le niveau de service dans la communauté d'origine. Donc parfois ils étaient dans un pays où ils ont réussi à avoir un certain service de santé par exemple. Après quand ils rentrent, pas forcément qu'ils vont trouver la même qualité ou le même service qui sera offert. Aussi la durée de l'absence. Quand on s'est éloigné de notre contexte, de notre culture, de notre village ou de notre communauté, de notre famille, après le retour, c'est pas facile qu'on soit accepté et accueilli les bras ouverts. Donc il y a certaines aussi, parfois, résistances de la part de l'entourage. Le profil comportemental et sanitaire aussi acquis dans la communauté de l'accueil. Donc parfois, quand la personne, elle est aussi dans le pays où elle est,
elle a été migrante, donc a vécu déjà, donc, comme on a dit, quand elle voyage déjà avec un profil donc, épidémiologique, après le retour aussi. Il y a certaines maladies qu'elle a apportées avec elle du pays où elle a été. Ou aussi dans la communauté de l'accueil. Après, c'est pas aussi facile de s'intégrer. Il y a, en fait, on s'est éloigné. Donc, les politiques de la migration, bon, ça, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit dans le pays d'accueil qu'est-ce qu'on a. Mais tout ça aussi, il est à prendre en considération. Donc, que ce soit dans le pays d'accueil, que ce soit les facteurs dans le pays où on a, de notre pays d'origine, quand on a voyagé, dans le pays qui nous a accueillis, où on a été migrant là-bas, et après quand on rentre. Tout ça aussi à considérer avec l'âge de la personne. Est-ce qu'il est majeur, mineur, est-ce qu'il est une personne âgée, avec le genre de la personne, avec aussi le statut socio-économique. Est-ce qu'il est une personne qui a un certain niveau socio-économique, est-ce qu'elle est aisée ou pas, et les facteurs donc génétiques. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Ben, par rapport à la santé mentale, il y a 3 éléments ou déterminants qui sont les plus importants à retenir. Le premier, c'est la sécurité économique. Aussi, quand on parle de ça, gardez toujours en tête la définition de l'OMS par rapport à la question de qu'est-ce que la santé mentale. D'accord? Donc, la sécurité économique, c'est l'accès à des ressources économiques telles qu'un logement, une éducation, un emploi, un revenu, qu'on soit protégé et protège et favorise la santé mentale et le bien-être psychosocial de l'individu, quand il sait qu'il est capable de se prendre en charge. Donc, sans une sécurité économique, on ne peut pas obtenir un logement convenable, des aliments sains, des vêtements, des services de transport, etc. Lorsqu'un individu est incapable de subvenir à ses besoins fondamentaux, il trouvera des difficultés à participer pleinement à la vie de la communauté ainsi qu'aux activités qui l'intéressent. Ça, dans la définition de la santé mentale, selon l'OMS, c'était aussi que la personne, elle doit contribuer dans sa communauté pour qu'elle se sente qu'elle se sente satisfaite, quoi. Donc, ça, c'est par rapport à la sécurité économique. Si on n'a pas un certain niveau socio-économique, un minimum, c'est pas qu'on soit riche, mais qu'on arrive à se prendre en charge, à contribuer, à se sentir actif dans notre communauté. Le deuxième, c'est l'inclusion sociale. L'inclusion sociale est un facteur essentiel à la santé mentale. Donc, l'inclusion sociale permet de ressentir un sentiment d'appartenance, de se sentir valorisé et respecté et d'être actif dans sa communauté et de tirer part de ce que sa communauté a à offrir. Donc, on est aussi ici, on se sent indépendant, on se sent valorisé et respecté dans notre communauté ou dans la communauté où on vit. D'accord? Le troisième, c'est l'absence de discrimination et de violence. L'individu est plus susceptible d'être heureux, donc des recherches ont montré que les personnes sont plus heureuses quand en santé et en sécurité, lorsqu'il a l'impression d'exercer un contrôle sur sa vie et fait part d'une communauté qui reconnaît l'importance de la diversité et où il se sent en sécurité. Donc quand on est en sécurité dans une communauté, on se sent en sécurité, on se sent aussi que nous contrôlons notre vie. Ça nous donne un sentiment d'être heureux, en bonne santé et aussi en sécurité. La violence, les préjugés et la discrimination peuvent être fondés sur le genre, l'identité sexuelle, l'origine ethnique de la personne, les capacités et l'état mental de la personne. Donc, les personnes qui font objet de préjugés et de discrimination peuvent avoir des difficultés à éprouver un sentiment d'appartenance, à participer à la vie de leur communauté et à accéder aux services et à saisir des occasions qui s'offrent. Donc, c'est des personnes que par la suite ne peuvent pas vraiment contribuer dans leur communauté, être satisfaits, être heureux, et par conséquence, c'est des personnes qui vont par la suite développer des maladies mentales ou bien une souffrance psychologique. Parlant de la traite, donc des études ont montré que les demandeurs d'asile, les réfugiés, les victimes de la traite et les migrants détenus sont les plus vulnérables à la maladie mentale, telles que les schizophrénies, les dépressions et l'état de stress post-traumatique, que les autres types de migrants. Ceci dit que
c'est pas parce qu'on est migrant, on est forcément vulnérable. Ou on est forcément une personne qui va développer une maladie mentale. Non, au contraire. Plein de recherches ont montré que les migrants sont résilients, c'est-à-dire qu'ils trouvent et qu'ils peuvent développer des capacités de coping, donc une façon de s'adapter avec la situation dans laquelle ils sont en train de vivre. Les migrants ont montré ça dans les différentes recherches qui ont été faites. Mais 3 catégories de migrants ont été vraiment le fondement de différentes recherches, et les recherches ont montré que les demandeurs d'asile, parce que c'est aussi le flou, on ne sait pas, est-ce qu'on sera protégé ou pas? Je crains ce que s'est passé dans mon pays. Je suis dans ce pays, mais je n'ai pas un statut clair. Je ne sais pas si je serai protégée ou pas protégée par ce gouvernement auquel je me suis réfugiée. Donc ce flou et ce vide et la période d'attente jusqu'à ce qu'on traite son dossier et par la suite on revient vers lui, ça crée ce type de vulnérabilité à la maladie mentale. Il y a aussi les migrants détenus. Donc les migrants détenus, c'est parce qu'ils sont dans un milieu carcéral et ils sont dépourvus de tous leurs droits, notamment les migrants dans les centres de détention. Ils ne peuvent pas communiquer avec les autres migrants. Ils n'ont rien fait. C'est juste qu'ils n'ont pas un statut clair, surtout quand on parle des migrants qui sont détenus à cause de leur statut migratoire, c'est-à-dire que ce sont des migrants qui n'ont pas de visa ou qui sont migrants irréguliers dans un pays et n'ont pas commis de crimes. Donc là, c'est des migrants qui n'arrivent pas à s'adapter avec les autres personnes, ne peuvent pas communiquer avec eux, ne comprennent pas pourquoi ils sont mis dans le présent avec des personnes qui ont commis des crimes d'ordre différent, alors que eux, leur seul problème, c'était que j'ai voulu changer ma vie. Donc ça aussi, ça crée une vulnérabilité par rapport à la maladie mentale. Et les victimes de la traite, parce que je pense que déjà vous avez un petit peu vu durant les 3 derniers jours, quels sont les moyens qu'on utilise pour qu'on puisse dominer ou manipuler les victimes de la traite. Donc tout ça a ses conséquences sur la victime de la traite. Donc c'est l'isolation sociale notamment et la marginalisation qui sont des facteurs les plus importants ou les plus qui sont ressortis dans les différentes recherches qui sont les causes de la vulnérabilité à la santé mentale. Donc, quel est l'impact de la situation de la traite sur la santé mentale et le bien-être psychosocial des victimes? Donc, généralement, sur les différentes recherches qui ont été réalisées, les victimes de la traite, la situation de la traite, ce n'est pas le premier événement que la victime est en train de subir ou a subi dans sa vie. D'accord? Donc, de nombreuses victimes ont déjà subi différentes formes de violence avant ou durant leur processus migratoire, telles que les violences, où ils étaient témoins de violences ou d'abus d'alcool, maltraitance, discrimination, etc. Ça les rend déjà vulnérables au réseau de traite qui, après, c'est facile pour eux de les recruter. Parce qu'ils choisissent vraiment les personnes vulnérables qui sont dans des situations déjà de vulnérabilité. On leur donne des promesses, on leur donne des offres pour s'éloigner de l'endroit où ils sont maltraités ou autres, et on leur promis de les ramener pour travailler ou autre, et comme ça on les recrute, et par la suite ils tombent dans la situation de la traite. Aussi, durant la situation de la traite, la victime peut être physiquement ou sexuellement agressée, ou elle peut être aussi témoin d'une violence physique ou sexuelle d'un membre de sa famille. Donc ça, c'est aussi l'un des facteurs que pousse la victime de traite de développer plus de troubles ou de vulnérabilité à la maladie mentale. Donc les conséquences que les victimes de la traite, les conséquences de l'abus ou de crimes de traite durant les différentes phases de la traite sur la victime. Il y a la maltraitance et la violence physique, la violence verbale, la menace d'utiliser la violence. Il y a la menace d'utiliser la violence avec la famille de la victime. Et ça vraiment touche la victime plus que la violence contre elle. Parce que parfois la victime, elle prend le risque de partir dans un autre pays, par exemple, ou de travailler un certain travail, ou de prendre la décision de partir, ou d'accepter l'offre que le trafiquant lui a donnée,
parce qu'elle pense à sa famille. Elle veut soutenir sa famille économiquement. Elle a son papa qui est malade. Elle a sa mère qui doit être opérée. Donc elle pense qu'en allant travailler, elle va par la suite avoir l'argent et soutenir sa famille. Et donc, généralement, on utilise la menace sur la famille comme aussi une forme donc, de manipulation de la victime. Il y a aussi l'isolement et l'enfermement. On les enferme pour qu'ils ne peuvent pas communiquer et discuter avec d'autres personnes et les informer de ce qui se passait. La privation des droits fondamentaux, tels que la santé, l'harcèlement sexuel et le viol aussi. Il y a les risques des maladies, tels que le VIH, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées. Il y a les préjugés culturels, qui aussi qualifient les femmes victimes de traite comme moralement donc, dépravées ou sexuellement disponibles. Et les hommes victimes de la traite aussi ont tendance à être perçus comme des criminels, des voleurs, des toxicomanes. C'est aussi ce préjugé qui rend aussi la vie des victimes de la traite très difficile. Après le retour aussi, surtout pour les victimes de traite qui ont été de traite internationale, donc après le retour aussi rencontrent différentes difficultés comme les risques de détention immédiate ou expulsion. Moi, j'étais parmi les consultants qui ont travaillé sur la première étude exploratoire sur la traite de personnes en Tunisie. Et en collaboration avec le ministère de la Justice, je ne sais pas si vous vous rappelez des 80 filles qui ont été... Madame Jaoudi, elle rit, elle sourit, elle se rappelle de ce cas. Donc, ces 80 filles qui ont été en Liban, tunisiennes, elles étaient recrutées pour aller travailler au Liban pour différentes offres, serveuses, danseuses, machin. Elles sont parties. Certaines ne savaient pas de quoi il s'agit. Leur contrat était d'être serveuse ou de faire la réception ou l'accueil, machin. Après, en arrivant sur les lieux, bien sûr, vous connaissez un petit peu maintenant le crime de traite, donc ces personnes, le contrat a changé. On les a amenées dans des clubs, on les a enfermées, on a confisqué leur passeport, etc. Et on les a mis dans des clubs où elles vont travailler comme danseuses et par la suite, on leur demande de donner des services sexuels à des clients. Ces filles, après un travail de coopération entre les deux pays, la Tunisie et la Liban, quand les filles elles sont rentrées en Tunisie, on les a considérées on a considéré leur crime comme prostitution à l'étranger et on les a mis dans la prison. Donc, on a eu la chance, en collaboration avec les collègues du ministère de la Justice et de l'Intérieur, de pouvoir rentrer et faire des interviews avec ces filles et par la suite comprendre. Certaines ont déjà connu qu'elles vont partir pour faire ça. D'autres ont été victimes de la traite. Donc ça aussi, pour vous montrer un petit peu les risques, parfois, parce qu'aussi, avant, ça c'était en 2012-2013, on n'avait pas la loi contre la traite en Tunisie, et la Tunisie ne reconnaît pas à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire le crime de la traite. Donc le juge devant lui, c'était, selon la loi tunisienne, c'est une prostitution à l'étranger. Donc il a fait son jugement à la base de la loi qui existe. Mais les personnes ont été victimes. On les a revictimisées encore en les mettant dans les prisons. À cause de quelque chose, elles étaient victimes d'une situation. Elles ne savaient pas ce qui va se passer. Donc ça, c'est un exemple de détention, par exemple, immédiate après le retour. La discrimination, les victimes, et la stigmatisation des victimes, les services de santé qui ne sont pas disponibles, donc surtout pour toutes, que ce soit les services de la santé physique ou les services de la santé mentale. Le manque d'accompagnement, de conseils et d'orientation, ce sont des personnes qui reviennent dans leur pays d'origine après une durée d'absence, sûrement que les choses ont changé, les rues ont changé, l'endroit a changé, aussi même la culture a changé, donc ils se trouvent désorientés par rapport à deux communautés ou à deux on est au milieu, je ne sais pas, est-ce que j'appartiens encore à la Tunisie ou j'appartiens à la France où j'étais? On ne comprend pas. Donc c'est une désorientation. Ah, désolée. Et le manque de services de soutien psychosocial, notamment. D'accord? Une étude, vous allez la trouver sur le site de l'OIM. Sinon, si vous voulez, je peux aussi vous envoyer en fait, le lien pour pouvoir la télécharger. C'est une étude qui s'appelle Stolen Smiles. Donc, qui a été réalisé par Zimmerman en 2006 en partenariat avec l'OIM sur les conséquences physiques et psychologiques de la traite en Europe. Cette étude a montré, pour les types de violences, les violences physiques sur la victime elle-même
c'est 76%. Les violences sexuelles, c'était 90%. Les violences physiques et sexuelles, 61%. Donc des victimes qui ont vécu les deux ensemble. Les menaces directes, c'est-à-dire qu'on a menacé directement la victime, c'était 89%. On a menacé sa famille, donc c'était 36%. Et menacer la victime et aussi sa famille, c'était 34%. Ceci, c'était juste pour vous dire, vous comprenez un petit peu la pression que ces victimes subissent tous les jours durant leur période où ils étaient victimes ou ont été dans la situation de la traite. Mais quelles sont les réactions alors psychologiques que les victimes peuvent développer suite à la situation de la traite? Ce que je vais vous mentionner par la suite, il faut toujours se rappeler que ce que les victimes montrent comme symptômes, c'est une réaction normale à une situation permanente de terreur ou à une situation qui, elle, a été anormale. C'est normal qu'une personne ou qu'un être humain développe après ce genre, une situation pareille, de violence, de viol, de privation de droits et de privation de liberté, ce genre de comportement ou ce genre de troubles psychologiques. La situation, jusque-là ça va? C'est clair? Très bien. Donc la situation de la traite peut engendrer une baisse d'estime de soi. Donc la personne ne s'aime pas, ne se voit pas en mesure d'estimer, d'avoir une estime de soi. Le manque d'assurance et de confiance en soi. Le sentiment de saleté et de honte, notamment pour toutes les victimes qui ont vécu des situations de traite ou d'une expulsion sexuelle. Les troubles sexuels comme les rapports douloureux, l'abstinence ou la frigidité. Des troubles relationnels aussi. Parfois, elles deviennent agressives ou elles préfèrent être isolées socialement. Il y a aussi beaucoup de troubles psychosomatiques. C'est-à-dire que ce sont des troubles physiques. On les trouve quand la personne elle va chez le médecin, mais les causes sont essentiellement des causes psychologiques, telles que les problèmes gynécologiques, les douleurs de dos, on refuse les soins dentaires parce qu'on pense qu'il s'agit d'une pénétration, la personne commence à se laver, à développer des troubles obsessionnels, comme on les appelle, à se laver plusieurs fois par jour, elles se sentent sales, les douleurs fréquentes au ventre, au vagin, à l'anus, etc. Les difficultés autour de la maternité, la grossesse, ça devient une angoisse pour les femmes, la stérilité aussi psychogène, les troubles alimentaires tels que l'anorexie mentale, elles refusent de manger totalement, ou la boulimie, où au contraire on va dans l'autre sens de trop manger. Les conduites agressives ou auto-agressives telles que les automutilations, ou la tentative ou les idées suicidaires. Et aussi donc l'anxiété, la fatigue, les douleurs chroniques. Parfois, pour s'enfuir de tous ces sentiments, les personnes aussi peuvent tomber dans les conduites addictives ou d'autodestruction, telles que l'alcool, la drogue, l'automédication abusive, ou même la sexualité à risque. Diverses pathologies aussi psychiques et psychiatriques, comme la dépression, la psychose, un mal-être généralisé, se sentir mal à l'aise, aussi la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, le sentiment de vide, dégoût de soi et de son corps et de son image de soi, des troubles de sommeil aussi, parce qu'il y a toujours des cauchemars, de l'insomnie ou même rester toujours au lit, ça s'appelle la clinophilie, le sentiment de danger permanent ou le sentiment de persécution, même si on est maintenant en dehors de la situation de la traite, mais la personne reste toujours dans ce sentiment, avoir ce sentiment de danger, qu'elle est toujours en danger, persécutée, que peut-être on va venir la chercher encore, etc. L'attaque de panique soudaine, elle se rappelle de la situation et elle commence à paniquer. La difficulté aussi professionnelle, on ne peut pas s'intégrer dans un milieu professionnel ou même on peut abandonner notre travail, rester au chômage, etc. La même chose pour la scolarité. Les hospitalisations répétées, spécialement en psychiatrie, quand on passe à l'autre partie. Donc, ce n'est pas seulement un malaise psychologique, mais on développe la maladie mentale, on développe la maladie psychiatrique. La faible résilience, c'est l'incapacité de vivre et de réussir et de se développer. Et aussi, il n'y a pas une projection dans l'avenir. On ne voit pas où on va. Est-ce que je serai capable de
avoir un avenir meilleur, de travailler, de continuer mes études, etc. C'est difficile pour la personne de se projeter dans l'avenir. Elle est bloquée dans la situation où elle a, donc la situation de la traite et le vécu qu'elle ressent. B. Les troubles les plus fréquents chez les victimes de la traite sont des troubles émotionnels. Donc, elles se sentent en colère, honte, elles se sentent coupables de ce qui s'est passé, impuissantes, elles se dévalorisent, un état d'anxiété, de panique, donc parfois même des phobies. Il y a aussi les troubles psychosomatiques qu'on a dit tout à l'heure, donc tout ce qui est en lien avec la gastro, donc tout ce qui est digestif, les douleurs, les céphalées, etc. Les troubles de la sexualité, notamment pour les victimes qui ont été donc, victimes de l'exploitation sexuelle. Les troubles du sommeil, les réveils nocturnes, les cauchemars, etc. Les troubles de l'alimentation, tels que elle n'a pas l'appétit, elle ne mange pas régulièrement, l'anorexie ou la boulimie qu'on a dit tout à l'heure. Et aussi le trouble cognitif, elle n'arrive pas à se concentrer, à être attentive, à mener une discussion donc, complète, et parfois même des troubles de la mémoire. Donc, plusieurs victimes développent ce qu'on appelle la dépression. Donc, la dépression, c'est elle a une humeur-trice, une perte d'estime de soi, un repli sur soi, on ne veut pas parler avec les autres, on ne veut pas communiquer, on a des troubles du sommeil, on ne peut pas dormir, ou au contraire, on dort trop. Et surtout, la présence des idées et des tentatives de suicide. La vie ne vaut rien, moi, je n'en vaux rien, pourquoi je vis, je ne sers à rien dans ce monde, je meurs, c'est mieux. D'accord ? Et aussi le passage à l'acte, c'est la tentative de suicide. Donc, parfois, on trouve beaucoup qui tentent donc le suicide. Les abus de substances psychoactives aussi, c'est fréquent, pour un petit peu éviter la situation et essayer de combler le vide que la personne ressente. Donc la consommation chronique ou abusive de tabac, de l'alcool, des drogues psychoactives, c'est-à-dire les pilules psychiatriques, de médicaments donc analgétiques ou donc d'autres types d'antidépresseurs. Et cet abus peut être interprété comme une tentative d'automédication pour faire face à l'anxiété. Donc la personne ne se sent pas à l'aise. Je ne peux pas dormir, je vais prendre une pilule pour que je puisse dormir. Une première pilule ne sert à rien, je prends une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et je bois toute la boîte. Donc c'est ça ce qui est... mais dans le sens où elle ne veut pas suicider, mais c'était une façon de s'auto-traiter. D'autre part, de nombreuses victimes présentent des signes d'un syndrome post-traumatique. Syndrome commun donc pour toutes les personnes qui ont subi des traumatismes graves. Donc, essentiellement, c'est des flashbacks, des cauchemars. Donc, la victime ressent encore l'événement tel qu'il a été vécu pendant la situation de la traite, malgré qu'elle n'est plus dans la situation de la traite. Elle est sortie. Mais elle a des flashbacks. Elle est là et elle a des souvenirs. Elle revient au moment de la situation, elle se rappelle d'événements et elle les vit comme si elle est en train de les vivre tout de suite, quoi. Des réactions émotionnelles et physiques exagérées, qui donc provoquées par des éléments qui lui rappellent le traumatisme. Donc, par conséquent, la personne essaye de développer une stratégie d'évitement des activités, des lieux, des pensées ou des conversations qui rappellent le traumatisme. Donc, parfois, on a des victimes de traite qui refusent carrément, après la situation de la traite, de parler de ce qui s'est passé, même avec leur médecin, avec leur avocat, avec le juge, etc. Mais c'est parce qu'elles évitent ça. Elles ne veulent pas reparler de la situation parce qu'elle a peur. Et donc, même parfois, la couleur que la personne qui l'a agressée a portée, ça lui fait une situation. En fait, ça lui crée une panique. Une odeur qu'elle a sentie quand elle a été dans la situation de la traite, elle évite. Un chemin où elle a passé avec son agresseur de ce chemin, elle va éviter de passer par ce chemin toute sa vie. Elle va plutôt prendre une route très longue pour éviter de passer de cette petite route, mais parce que juste elle a passé par là, par l'agresseur ou par le trafiquant. Donc elle ne veut plus revenir par là parce que ça lui rappelle l'événement traumatique. Quoi d'autre ? Donc les troubles dissociatifs aussi. Donc la personne se sent, ce qui s'est passé c'est pas réel. Moi je n'existe même pas, etc. Des troubles psychotiques tels que la schizophrénie, le paranoïa, la mélancolie délirante, etc.
Donc, c'est des troubles vraiment dans la classification qui sont... on a dépassé la malaise psychosociale ou la malaise psychologique et on a tombé dans la maladie carrément. Et là, ça nécessite des hospitalisations, de la prise en charge médicale, des thérapies, etc., etc. Aussi, certaines victimes développent ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm ou la stratégie de contrôle secondaire. Donc, quand on est face à un événement, quand on est, je ne sais pas, un chien et on a peur de chien, un chien vient vers nous, qu'est-ce qu'on va faire? Soit qu'on va s'enfuir, soit qu'on va le frapper. Si on va le frapper, ça c'est la stratégie de contrôle primaire. C'est-à-dire qu'on a décidé de changer le comportement, de changer l'environnement où on est. Si on décide de s'enfuir ou de laisser plutôt que l'environnement ne change, donc ça, c'est la stratégie de contrôle secondaire. Donc ici, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que le syndrome de Stockholm, on vous raconte l'histoire par la suite, si vous voulez, dans la pause de ce fameux syndrome de Stockholm, mais c'est juste que la victime ou la personne qui a été victime d'une agression, elle développe un sentiment de sympathie et d'attraction et de compréhension vis-à-vis des gestes et du discours de son agresseur. Elle lui trouve des arguments. Ça, on le trouve beaucoup chez les femmes, par exemple, victimes de violences. Mon mari me frappe, non, mais parce qu'il m'aime. Non, mais parce que c'est moi qui ai fait la faute. Non, mais parce que j'ai porté une petite robe. Donc, toujours trouver des arguments de la violence. La même chose que ces victimes la développent. C'est un mécanisme de défense psychique que la personne développe pour pouvoir survivre dans la situation où elle est et accepter l'environnement ou accepter ce qui se passe. Donc la personne développe, comme j'ai dit, des sentiments de sympathie, elle trouve des arguments pour l'agresseur. Plutôt que s'opposer à son agresseur, la victime cherche à défendre en justifiant ses actes et rejetant la faute sur les autres et sur elle-même. Après une thérapie, donc et toute une prise en charge, la victime après peut se rendre compte de la situation et comprendre qu'il ne s'agit pas d'une situation normale, qu'on doit accepter et qu'elle doit lutter contre cette situation. Mais c'est juste, on ne doit pas juger ce genre de comportement. Comme j'ai dit, c'est un mécanisme de défense normal que les personnes peuvent développer. Au contraire, ça veut dire qu'on doit les aider et qu'on doit les assister et leur fournir l'assistance nécessaire. Mais il s'agit d'une victime qui essaie juste de survivre et de trouver donc une façon pour accepter une situation anormale à laquelle elle est en train d'avoir un vécu, quoi. Donc l'amnésie traumatique totale ou partielle. Donc la personne aussi, donc, dans certaines situations, et notamment si la personne a été une victime d'un acte traumatique à un âge très jeune, peut développer l'amnésie traumatique. Il s'agit d'une conséquence psychique possible. Donc parfois, quand on est juste après la situation de la traite, on commence à parler avec les victimes. C'est qui votre agresseur? C'est quoi, qu'est-ce qu'il porte? Donnez-nous des critères, décrivez-le, etc. La victime dit, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Elle n'est pas en train de mentir. C'est une façon, ça s'appelle l'amnésie traumatique, donc soit qu'elle se rappelle de rien, donc c'est total, ou qu'elle ne se rappelle pas de parties ou de fragments de ce qui s'est passé. D'accord? Donc c'est une forme de refoulement, donc on essaie de l'oublier, on le refoule, de l'acte violent qui permet à la victime de survivre à l'insupportable. Donc au lieu de se rappeler de ce qui s'est passé en détail, je l'oublie, je l'enlève de ma mémoire, c'est pas qu'il est enlevé, mais dans le moment où on est en train de l'aider, elle a oublié, donc elle a eu une perte de mémoire. Donc une psychothérapie, après toute l'analyse et la prise en charge qu'avec la personne arrive après et aura le courage pour revenir à ses souvenirs, les dévoiler et donner tous les détails et tous ces souvenirs qui ont été refoulés. Ok, merci. Donc, il y a un troisième mécanisme aussi qui est très fréquent chez les victimes, c'est l'identification avec l'agresseur. Donc, il s'agit d'un mécanisme de défense psychique. Le sujet, confronté à un danger extérieur, s'identifie à son agresseur, soit en reprenant à son compte l'agression telle qu'elle est, soit en imitant physiquement et moralement la personne de l'agresseur, soit encore en apportant certains symptômes de puissance qui le désignent. Donc, on essaie de s'identifier à la personne qui nous a agressés.
par exemple, dans la situation de la traite, on les appelle les proxénètes. C'est des victimes de traite qui ont été victimes et qui, par la suite, deviennent, elles, des trafiquantes et qui recrutent des victimes de la traite et les envoient, des nouvelles victimes, et les envoient dans les situations de la traite. Bon, voilà, ça c'est grosso modo. Est-ce que c'est clair jusque-là? B. Dans le cadre de l'unité... Céline, encore. Donc, dans le cadre... en cette année, en 2019, juste pour vous donner des petites statistiques par rapport à l'OIM, 468 migrants ont été assistés depuis le début de l'année jusqu'à le mois d'août 2019, dont 67 ont été des victimes de traite. Donc, on a les assistances médicales qu'on est en train d'offrir dans le cadre de cette unité. On trouve surtout que la majorité des victimes ont des troubles d'ordre gynécologique. Beaucoup d'entre eux ont de l'asthme et de troubles d'ordre orthopédique, des douleurs de dos, etc. Donc, ce sont des maladies ou les troubles psychosomatiques. Donc, c'est lié aussi à la situation psychologique de ces victimes. Et aussi l'assistance psychologique, certaines ont des dépressions, des troubles de l'humeur, de l'anxiété et de quelques-unes qui a des troubles psychotiques. D'accord? B. Donc, pourquoi il est important d'avoir un soutien psychosocial en fait, à ces personnes-là? Pourquoi on doit promouvoir l'assistance psychosociale des victimes de la traite? Parce que ça les aide à avoir des compétences sociales, à développer une confiance en soi et en les autres suite à la situation de la traite, à retrouver l'estime de soi, à avoir un sentiment d'appartenance au milieu auquel elles vivent, en fait, à sa famille notamment, et à ses proches, à ses amis, à sa communauté. Aussi, autonomiser la personne, l'aider à revenir et à reprendre en fait, son indépendance. La capacité d'accéder aux opportunités, à chercher des opportunités, que ce soit d'emploi, d'études ou autre, à se projeter dans l'avenir, à aussi être responsable de sa vie, être empathique et comprendre aussi s'il y a d'autres personnes qui sont donc victimes d'une situation ou autre, qu'elles ne se sentent pas que c'est seulement elles qui a été victime, qu'il n'y a pas d'autres personnes, et essayer de ne pas en fait avoir une empathie avec les autres. Aussi s'adapter à la situation. Pour les enfants notamment, c'est aussi de développer un attachement sécurisé avec les fournisseurs de soins, que ce soit s'ils sont dans des centres ou avec leur famille, si après on les réintègre dans leur famille. B, je clôture avec 3 messages clés. C'est tout type d'assistance fournie aux victimes de la traite doit considérer le contexte, l'expérience et les besoins des victimes. On doit toujours penser à ça. Quand on offre que ce soit une assistance juridique, une assistance médicale, sociale, légale, etc., dans toutes ces assistances, on doit considérer donc, le contexte, l'expérience et les besoins de la victime. Il faut être aussi conscient de l'existence de phases de transition entre l'euphorie de l'évasion et de la libération et le souvenir marquant des expériences récentes des victimes qui peuvent inclure diverses formes d'abus. Parfois, après la situation de la traite, les victimes, on les voit, elles parlent bien, les gens, oui, ça va, tout se passe bien, je me sens très bien, je m'intègre bien, tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, j'arrive à surmonter. C'est juste l'euphorie et la joie d'être libérée et tout. Après, à un moment, tout ça, ça va retomber et par la suite, les symptômes donc, psychologiques vont apparaître. Donc, il faut être conscient de cette phase de transition. Aussi, ces expériences sont généralement socialement stigmatisées, en particulier lors de la réintégration, de sorte que leur sécurité doit être une précaution majeure. Donc surtout quand on a des victimes après leur retour dans leur pays d'origine et la réintégration dans leur pays d'origine ou avec leur famille, etc., il faut toujours comprendre que la situation de la traite, c'est quelque chose de stigmatisé, surtout pour les victimes de traite ou d'exploitation sexuelle ou autre. Donc, ils sont fortement stigmatisés dans leur contexte. Malgré qu'on a fait par exemple, une assistance avec eux avant leur retour, mais prévoir aussi quelque chose après le retour, c'est toujours important. Parce qu'après le retour, si la famille les refuse, ils sont rejetés par leur communauté, on ne les accepte pas, on leur colle des étiquettes, etc., tout ce qu'on a fait, ça va retomber et la personne va redévelopper des problèmes d'adaptation et d'intégration dans la communauté où elle vit. Voilà, j'ai terminé.
Merci à vous tous. Merci beaucoup, Anaël Belpaïkas.